voilà. Merci d'être aussi nombreux, toujours plus. Grâce au numérique, l'information se diffuse de part en part. Et donc de l'Institut français ou du lycée Lamartine, on arrive finalement à toucher un peu de monde, mais grâce aussi à des sujets qui sont évidemment d'actualité, je ne veux pas dire brûlant, parce que je crois que le numérique est froid, et en tout cas qui intéresse la plupart. Alors moi c'est vrai que le sujet a donné lieu, non pas une méditation, mais à quelques réflexions que je voulais en introduction partager avec vous, comme je voulais aussi remercier Félix de sa bonne volonté et de sa disponibilité pour nous proposer ici, à l'Institut français et à son public des moments de réflexion, des moments de partage autour de sujets donc, qui nous tiennent à cœur. La dernière fois, il s'agissait de l'agitation, dernière intervention peut-être. Ouais, sur le divertissement. Et donc, qui a attiré un certain nombre de personnes, donc peut-être pas plus nombreux, mais ça avait été un moment assez aussi de partage. C'est aussi le but de ce genre de réunion, et de partager ensuite et d'échanger sur les sujets qui nous sont proposés. J'ai été assez intéressé évidemment par ce sujet, pour relever le fait que le numérique représente certainement un défi, un problème auquel il nous faut faire face. C'est la double peut-être interprétation que l'on peut donner au titre de la conférence arrêtée par Félix, parce qu'effectivement nous sommes face à l'informatique. Donc c'est un sujet, comme nous sommes face aussi à nos écrans d'ordinateur et l'écran de nos smartphones, et du coup effectivement c'est un objet auquel on doit faire face parce qu'il nous fait face et que nous devons peut-être essayer de comprendre. Et ce numérique, il est effectivement face à nous, mais la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il n'est pas aussi en nous? Non seulement il nous fait face, mais il est aussi en nous. Et je faisais le parallèle avec ces microparticules des matières plastiques qui sont diluées dans les océans et qui peu à peu pénètrent les tissus et la chair des animaux marins. Et d'une certaine manière, de façon comparable, le numérique, c'est-à-dire ces objets, ces effets et usages, sont maintenant intégrés dans nos cellules nerveuses qui trouvent en lui un prolongement et certainement une nouvelle efficacité, mais aussi de nouvelles limites. Alors s'il s'agit des limites que nous impose le numérique, n'est-ce pas là un effet PowerPoint avec ces nouvelles servitudes intellectuelles involontaires? Effectivement, il est montré que, et c'est les Américains qui ont montré ça, et notamment au niveau de la CIA, que l'utilisation de PowerPoint limite notre approche des sujets qu'il nous est demandé de traiter grâce à cet outil informatique. Effectivement, il est formaté et quelque part, il nous empêche d'aller explorer des domaines que notre intelligence naturelle nous permettrait peut-être d'aller explorer ou en tout cas d'exposer aux autres. Donc c'est aussi les limites qui nous sont imposées à nous vivants par cet outil. Alors, pour rebondir encore sur ces matières plastiques diluées dans les océans, et le parallèle que je fais avec le numérique qui quelque part envahit et habite notre système nerveux, on pourrait dire que nous assisterions à une plastification de la nature et des êtres vivants. Parallèlement, et en référence à la Silicon Valley, nous serions aussi en train de vivre une siliconisation du monde, doublée d'une silicolonisation, pour reprendre le titre d'un ouvrage auquel Félix fera certainement référence. Alors évidemment, toutes les questions seront abordées, je l'imagine. En retour, le numérique, outil et reflet de notre intelligence, n'est-il pas en train de nous instrumentaliser, de faire de l'humain une chose numérique, et seulement, tristement, numérique? Donc les questions sont nombreuses. Est-ce que cette excroissance de notre intelligence donne ou donnera lieu à une autre forme d'humanité? Sommes-nous déjà dans cette nouvelle humanité, à la fois chacun de nous et collectivement? Pourra-t-on d'ailleurs continuer à parler d'humanité si le numérique prend la forme d'un organisme ou d'une intelligence sans lieu et en devenir vers un univers de données en voie d'autonomisation qui tirerait sa substance
de l'humain pour le dépasser, le réguler et le faire disparaître. Ces questions ont-elles déjà une réponse aujourd'hui? Il n'en est pas certain. Avant de terminer, évidemment passer la parole à Félix, qui est quand même le spécialiste ce soir de ce sujet, je voulais parler de l'ouvrage de Marc Duguin, dont tu m'as parlé, et qui est certainement un auteur auquel tu as fait référence. Alors, Marc Duguin est quelqu'un d'extrêmement talentueux, parce qu'il est multitalented et polyvalent. C'est un type qui fait de la production cinématographique, qui écrit des romans, mais aussi des essais, qui est des agences de publicité et de communication très bien installées dans le centre de Paris. Donc c'est quelqu'un, et il est aussi l'ami intime depuis l'enfance de Fred Vargas. Donc quelqu'un que je recommande assez, et dont je recommande effectivement assez la lecture, dont celle de L'Homme nu, qui moi effectivement je ne l'ai pas encore lu, mais m'a renvoyé à l'ouvrage de Lévi-Strauss, qu'il a publié en 1961, je crois bien, qui était le 4e tome de ses mythologiques. Et donc Lévi-Strauss en 61, il écrit justement il précède presque la réflexion sur le numérique. Il se demande si nous n'assistons pas ou si la disparition de l'homme n'existe pas déjà à travers la structure, dépassée que nous sommes par les structures qui nous habitent, qui habitent évidemment notre imaginaire et qui parlent à travers nous. Si bien que Lévi-Strauss, dans une magistrale dernière partie de son Homme nu, prévoit la fin de l'homme. Il dit même que finalement des pans entiers de l'histoire humaine pourraient disparaître, dans la mesure où il nous resterait quelques œuvres de cet être humain. Cela suffirait à nous renseigner sur ce que l'homme est. Donc finalement, le débat que nous avons peut-être aujourd'hui sur le numérique est peut-être le même type de débat qui a pu y avoir lieu à partir du milieu des années 50 et jusqu'aux années 80 sur la question de la structure. L'outil numérique est un outil que nous avons mis en place à partir de notre imaginaire, de notre intelligence scientifique, qui est le reflet de nous-mêmes et qui serait peut-être finalement, qui parlerait peut-être autant de l'être humain que nous-mêmes, peut-être même en parlerait-il à la place de l'être humain. Donc se substituant à nous, ne nous utilisant que comme l'expression des règles que le numérique lui-même a mis en évidence ou valorise à travers son développement. Voilà. Merci Félix d'être là une fois de plus. Et j'ai été un peu bavard, moi aussi une fois de plus. Donc, merci pour cette introduction, cette belle introduction. Merci à tous d'être venus. Je ne vous attendais pas aussi nombreux. Vraiment, merci à tous. C'est toujours touchant et un peu inquiétant d'avoir beaucoup de monde en face de soi. Aujourd'hui, on a réfléchi à un sujet qui pourrait intéresser du monde et on s'est demandé si justement on ne pouvait pas parler du numérique, en sens où c'est à la fois quelque chose qui nous est extrêmement quotidien, on ne vit plus que par ce numérique, et en même temps qui nous fait un peu peur par son grand pouvoir qu'on ne connaît pas trop, et on se dit qu'on pourrait en devenir un peu esclave, ou au contraire on se dit que ça nous donne des pouvoirs extraordinaires, etc. Donc, je me suis dit que ça valait le coup peut-être d'essayer de réfléchir à cette question assez simplement. Vous voyez la difficulté à laquelle on va être rencontré, c'est un sujet immensément large. Alors je vous propose de réfléchir de cette façon-là, une présentation rapide de ce que c'est que le numérique et de ses implications, et puis de réfléchir non pas sur tous les domaines, c'est absolument pas possible, mais sur un domaine particulier, et on va voir qu'on va pouvoir dégager une forme de méthode autour de ce domaine pour réfléchir aussi aux autres domaines. Je le dis tout de suite, mon point d'attaque, je suis prof et prof de philo, donc ça crée des lignes de force un peu inquiétantes, ça sera autour de la connaissance. Il me semble que le numérique transforme complètement notre rapport à la connaissance, et ce n'est pas complètement idiot d'attaquer la question du numérique par la connaissance, parce que, par définition, on va le voir, le numérique est une question d'information. Alors, première étape, essayons de définir, de cerner cet objet mystérieux qui est le numérique. Il me semble qu'il y a deux grandes technologies qui créent le numérique. Le premier, c'est le codage binaire, 0-1. La force de ce codage-là, c'est qu'il est universel.
Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a quelque chose qui permet de tout coder. Jusqu'à présent, on avait de la peinture, un autre truc pour la musique, un autre truc pour l'écriture, un autre truc pour la sculpture, etc. Aujourd'hui, le numérique est capable d'encoder tous les formats, tous les supports. On est capable d'avoir des images, on est capable d'avoir du son, mais on est capable, chose encore plus fascinante, de coder la séquence ADN d'un être vivant complètement. Donc on arrive même, grâce au numérique, à accéder à des informations, à des codes qu'on n'arrivait pas à appréhender auparavant. Et c'est l'une des grandes forces du numérique, c'est son universalité. Il couvre des champs extrêmement divers qu'on n'avait jamais réunis auparavant, si ce n'est dans l'intelligence humaine qui essayait de faire ces recoupements. Ça, c'est la première, la première grande invention qui fait le numérique. La deuxième grande invention qui fait le numérique, c'est évidemment Internet et cette capacité de communication instantanée. Avec la fibre optique, c'est à la vitesse de la lumière. Autrement dit, c'est une annihilation du temps et de l'espace. Dans un même point, on peut collecter l'ensemble des informations. Ça sera une grande force du numérique, surtout si on allie les deux. Toutes les informations peuvent être codées par un même code, toutes les informations peuvent être réunies dans un même endroit, n'importe quel ordinateur, n'importe où dans le monde. C'est extrêmement important de voir ça. On pourrait dire, parler d'Internet, il faudrait juste dire que le fédéralisme américain a gagné sur le jacobinisme français. Les Français étaient très en avance avec le Minitel, qui est globalement l'idée du numérique, sauf que c'était avec un centre nerveux, géographiquement on pourrait appeler ça Paris, et tout passait par Paris, et rapidement ce centre nerveux a complètement été engorgé. Le fédéralisme américain, qui a pensé, selon des technologies différentes et pour des raisons différentes, mais qui a pensé un même système de communication, donc on voit bien quand même que c'était un système qui était dans l'air du temps, l'a pensé à l'américaine, c'est-à-dire selon une toile d'araignée avec différents centres qui s'éparpillent partout, et donc des centres qui peuvent être plus petits, qui peuvent tourner différemment, mais qui sont interagissant les uns avec les autres. Donc voilà, ces deux inventions, code binaire plus Internet sous forme de toile, créent une capacité absolument énorme de connaissances. Ça va avoir deux conséquences. D'abord, il y a une collecte des données comme on ne l'a jamais vu. Ce qu'on appelle les big data. Il faut se familiariser avec cette idée que nous vivons à l'heure des big data dans tous les domaines et qu'il y a de très très grosses entreprises. Les plus célèbres sont les GAFA. GAFA, ça veut dire Google, Amazon, Facebook, Apple. Ce sont les 4 valorisations boursières les plus importantes au monde aujourd'hui, alors que c'est des entreprises qui ont, sauf pour Apple, moins de 20 ans. C'est impressionnant de voir qu'aujourd'hui, les entreprises les plus riches, les plus fortes, ce sont ces GAFA. Et qu'est-ce qui fait la richesse? Ce n'est pas tant leur technologie en tant que telle, si bien sûr, mais c'est leur capacité à collecter des données comme jamais, jamais, jamais dans l'histoire de l'humanité on a ça. Ça, c'est leur première richesse, c'est les données. Et leur deuxième richesse, on dit que ces big data, c'est le nouveau pétrole du 21e siècle. C'est la nouvelle richesse. Pourquoi? Parce que ces grandes entreprises, elles ont en même temps des raffineries extrêmement précises qui sont des algorithmes. C'est-à-dire des capacités de calcul très impressionnantes, programmées, pour aller rechercher l'information là où elle est et les recouper. C'est absolument fabuleux pour un universitaire de taper un mot et d'être capable d'avoir toutes les occurrences de ce mot dans l'œuvre d'un auteur. C'est absolument fabuleux d'avoir un moteur de recherche qui réunit pour nous des sources d'informations tellement diverses en un seul endroit, etc., etc. Mais il y a une telle masse de données, on voit bien que la force, c'est collecter ces données. La force, c'est être capable de les restituer de manière pertinente. Et ça, c'est les capacités de calcul mathématiques, les algorithmes qui permettent cela. Donc, voilà, 4 éléments. Le code binaire, Internet, ça donne la collecte des données, ça donne les algorithmes pour raffiner tout ça et réussir à en tirer des informations pertinentes. Je voudrais prendre un procédé très simple
pour expliquer ce qui se passe. Je le prends d'un livre qui s'appelle La théorie du drone de Chamayou, qui est un auteur français qui s'intéresse à la révolution que représente un drone dans les combats armés. Et dans l'un de ses chapitres, il expose en 6 étapes comment fonctionne un drone. C'est intéressant parce qu'en fait, ces 6 étapes, on va les retrouver dans tous les domaines du numérique. Et c'est assez amusant de voir, enfin amusant, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais c'est impressionnant de voir à quel point cela va, pour le coup, jusqu'à tuer des personnes, et on va voir comment. Première chose, il n'y a pas d'opérateur humain dans un drone, ou en tous les cas, il est à distance. Il est tellement à distance que le drone est quasi complètement automatisé, et on va voir jusqu'où il est automatisé. Deuxièmement, l'idée de Chamayou, c'est que le drone est comme un panoptique. Le panoptique, ça veut dire qu'il voit tout. C'est un système de prison inventé par Bentham. C'est une prison qui est en rond. Toutes les cellules ont une fenêtre vers l'intérieur. Et au centre de ce rond, il y a une tour dans laquelle il y a un gardien qui peut voir en même temps toutes les cellules sans lui-même être vu. D'accord ? Et ça crée chez le prisonnier une très forte discipline parce qu'il se sait surveiller. Non pas qu'il est surveillé en permanence, mais il sait qu'à tout instant, il peut être surveillé. Il y a peu de prisons comme ça qui ont été construites. Il y en a à Cuba. Hop. Voici une des prisons panoptiques à Cuba. Donc vous voyez, toutes les cellules donnent sur cette tour, et la tour centrale était faite avec des miroirs sans teint. Donc le gardien voyait tout, les prisonniers ne savaient rien, mais se savaient observer en permanence. Et Bentham, puis après Michel Foucault, étudie les effets psychologiques de cette surveillance à plein temps. Eh bien, un drone, ça donne exactement ça, mais avec la multiplicité des caméras. C'est bon ? Le drone voit tout. Deuxième étape. Troisième étape, le drone, en tout cas le système drone, archive toutes les données. C'est-à-dire toutes les images, tout ce qu'il a, il l'archive, et donc il est capable d'aller rechercher telle ou telle chose à n'importe quel moment. Quatrième étape, étape essentielle, la fusion des données. Il y a des images qui sont prises par le drone, mais il y a les images cartographiques du satellite, il y a les données GPS des téléphones portables que la personne que l'on suit a, il y a donc ces communications, il y a les sites il y a les différents sites qu'il peut consulter, etc. Il y a une masse d'informations, de données qui sont recoupées, puis une fois qu'on a le téléphone, vous voyez bien, je filme quelqu'un, grâce à la géolocalisation, j'arrive à voir le téléphone de la personne. Une fois que j'ai le téléphone de la personne, j'ai son nom. Une fois que j'ai son nom, j'ai accès à son dossier médical. Une fois que j'ai son dossier médical, j'ai sa famille, etc. etc. Donc on arrive à collecter énormément de données pour les mettre ensemble. Fusion des données. Cinquième étape essentielle, schématisation des modes de vie. À partir de ça, ça nous intéresse assez peu de savoir quelle est la vie de tel ou tel ou tel individu. Sauf quête extrêmement précise. Dans l'ensemble, on n'en a rien à faire de l'individualité. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de schématiser des modes de vie. De dire, globalement, le consommateur moyen, on y reviendra, se comporte comme ça. Ça permet à Amazon de vous faire des propositions. Globalement, le paysan moyen d'Afghanistan, il se comporte comme ça. Ça a une importance extrême, cette schématisation. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, en Afghanistan en particulier, c'est ce qu'étudie Chamayou, les terroristes qui sont tués ne sont pas identifiés. C'est-à-dire qu'on ne tue pas telle personne. On tue un schéma, un comportement déviant. On a analysé que tel comportement était un comportement de terroriste. Donc, ça accorde au drone une licence to kill. C'est bon ? C'est donc l'identification pour les drones ne se fait plus à la personne. Les drones ne sont pas aujourd'hui capables de faire de reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale est pour le moment un échec. Ça viendra certainement, mais en revanche, là où les caméras sont excellentes, c'est dans la reconnaissance de comportement. Comme les caméras sont excellentes pour cela, les caméras, évidemment, et les puissances de calcul qui vont derrière, eh bien, ce que l'on a, ce sont des schématisations de formes de vie qui permettent d'identifier des comportements et en retour d'avoir des comportements déviants.
Et donc, encore une fois, le drone pousse cette logique jusqu'au bout, jusqu'à la chose la plus sacrée, la plus importante, la vie et la mort. Les personnes qui sont tuées par drone ne le sont pas par identification formelle, elles le sont par schématisation de mode de vie. C'est bon ? Ce schéma absolu est terrible en 6 points. Vous allez voir qu'on le retrouve à peu près dans tous les domaines, que je vais essayer de lister très rapidement avant d'étudier le cas qui m'intéresse. Voilà, la force du numérique, c'est ça, schématisation des modes de vie. C'est ce qui se passe dans la santé. Dans les années 90, on décide de décoder le génome humain. Ça demande 20 ans et des milliards de dollars. Aujourd'hui, ça demande une dizaine d'heures et entre 1000 et 100 dollars. Et on pense que dans 5 ans, ça prendra quelques minutes et ça demandera 10 dollars. Donc, n'importe quel profil génétique pourra être fait extrêmement facilement. Et tous ces profils génétiques, encore une fois, on ne va pas rarement s'intéresser, sauf en cas de maladie, au profil de Pierre, Paul ou Jacques. On va s'intéresser à collecter toutes ces données pour chercher des récurrences par rapport aux maladies, par rapport aux affections, par rapport aux résistances aux maladies, etc., pour trouver des nouveaux traitements. Et on arrive aujourd'hui à ce qu'on appelle des thérapies géniques, c'est-à-dire des traitements qui sont faits pour une seule des personnes. C'est-à-dire, étant donné la composition génétique de la personne, étant donné sa pathologie et son environnement, il faut qu'on agisse sur telle et telle molécule, etc. C'est le début, évidemment, hein, mais c'est quelque chose sur lequel il y a des sommes monumentales qui sont consacrées dans cette recherche. Ça marche aussi avec le bionique, l'hybridation du vivant et de la machine. On a connu la belle jambe de bois. Maintenant, on arrive à greffer des bras sur lesquels on place des capteurs sensoriels au niveau du torse. Et donc, du coup, on apprend à la personne à, si vous voulez, bouger le muscle du torse, là, comme ça, et ça commande son bras. D'accord ? On met des puces dans le cerveau qui permettent de retrouver l'ouïe chez des patients qui avaient perdu l'ouïe. Donc, il y a une hybridation de plus en plus forte entre le vivant et la machine. On arrive sur des coléoptères à brancher des électrodes pour le faire voler. Bon, ça ne marche pas très bien, on arrive à faire en sorte que le coléoptère fasse des ronds pour le moment, mais vous voyez le principe, on arrive à se dire, c'est nous qui disons au coléoptère là où il va voler. C'est bon ? On arrive aussi à brancher maintenant, ça y est, c'est fait, des disques durs sur le cerveau humain. Là encore, c'est extraordinaire la capacité que le cerveau humain a de transmettre l'information. Donc on arrive à donner n'importe quelle donnée à ce disque dur, et on est incapable d'aller la rechercher. Donc c'est pratique, mais c'est quand même encore un usage un peu limité. N'empêche qu'on voit le principe qui est de dire il y a une hybridation entre le vivant et la machine qui arrive. Tout ça, c'est extrêmement prometteur, mais d'un autre côté, ça va avec de grands dangers. Le premier danger, me semble-t-il, le plus important, c'est le transhumanisme. Et il y a quelqu'un qui s'appelle le docteur Alexandre qui a écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle « La mort de la mort » et sa grande idée, c'est de dire que l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. C'est-à-dire, c'est tout simple, il applique la loi de Moore à la santé et il dit, globalement, l'espérance de vie est multipliée par 2 tous les 2 ans, comme c'était le cas pour le numérique. Maintenant, on a abandonné la loi de Moore, mais comme c'était le cas jusqu'à présent. Et il dit, ça y est, l'homme qui va vivre 1000 ans est déjà né, parce que les progrès vont à une telle vitesse que c'est fait. Sauf que ça a 2 conséquences. Une médecine de riches, une médecine de pauvres. Ça coûte tellement cher. Voilà, le docteur Alexandre le thématise comme ça, il dit globalement, les grands patrons de la Silicon Valley, en particulier les patrons de Google, ont décidé que le seul point commun qu'il leur restait avec le commun des mortels était la mort, parce qu'ils sont dans un niveau de vie qui était tel que c'est fini, ils n'ont plus rien de commun avec le commun des mortels. Ils ont décidé que même ce point commun, ils allaient le vaincre. Donc, premièrement, transhumanisme. Deuxièmement, le transhumanisme, avec cette médecine de riches et de pauvres, elle engendre de toute façon un eugénisme. Quand on fait du transhumanisme, on décide de transformer l'humanité. Et quand on décide de transformer l'humanité, on décide qu'il y a des qualités qui sont bonnes et des qualités qui sont mauvaises. Qui décide de ce qui fait qu'un homme a le droit de vivre ou pas de vivre? Qui décide que telle personne, parce que son intelligence n'est pas comme il faut ou que sa marche n'est pas comme il faut, n'a pas le droit de vivre, etc. Ce sont des dangers extrêmement concrets dans la sélection qui est faite des êtres humains. Et puis un danger aussi plus
plus amusant, c'est que votre assurance est très très intéressée par votre profil génétique et par votre mode de vie. Votre prime d'assurance risque fort d'augmenter quand votre assurance constatera le temps que vous passez dans les différents bars de Mina. Votre prime d'assurance risque fort d'augmenter quand votre assureur apprend la vitesse à laquelle vous roulez sur les autoroutes libanaises. Votre prime d'assurance, etc., etc. Votre prime d'assurance risque d'augmenter quand on saura que dans votre famille, il y a des gènes qui sont des facilitateurs de telle ou telle maladie, etc. Donc, gros problème face à la santé. Deuxième gros domaine du numérique, c'est la consommation. Internet et le numérique a facilité la vie comme jamais. Je veux dire, avec un simple téléphone portable, où que vous soyez, vous vous retrouvez. Où que vous soyez, vous cherchez le meilleur restaurant, globalement, vous le retrouvez. Vous cherchez un bouquin, vous l'avez. Voilà, vous avez dans votre poche, avec ce téléphone-là, une source d'information qui facilite la vie de manière impressionnante. Et aujourd'hui, on arrive à des objets connectés qui font que le réfrigérateur va se remplir tout seul, que votre voiture ira tout seul se faire réparer, parce qu'elle aura analysé tout ça. Et d'autant plus qu'on constate que c'est gratuit. Jusque Google qui dit « je vais penser avant vous à ce que vous voulez ». Vous souhaitez obtenir des réponses avant même d'avoir posé la question. Google vous propose sur votre téléphone de répondre à vos questions avant même que vous les ayez posées. C'est quand même assez extraordinaire comme truc. Et vous savez combien, encore une fois, votre vendeur préféré qui est Amazon vous propose les bons bouquins, les bons DVD, les bons trucs en avance. Vous savez à quel point, quand vous avez regardé un billet d'avion, vous avez des pubs pendant 3 semaines pour la bonne destination, avec le bon hôtel, pour avoir la voiture la moins chère, pour avoir le prix de visite le moins cher, pour avoir le bon contact dans un bon restaurant, etc., etc. C'est quand même extraordinaire. Alors imaginez le jour, il y a des États, ça y est, qui légalise cela aux États-Unis. En France, il y a des essais extrêmement réguliers. La sécurité civile est en train de leur donner les autorisations de circuler de voitures autonomes. Non mais on va s'asseoir dans la voiture, elle saura que votre restaurant préféré est là, vous ouvrirez votre vitre, hop, il y aura le plateau qui va arriver, vous continuerez à discuter tranquillement en regardant votre film, on vous dira tournez à gauche, il y a une belle montagne enneigée, et vous aimez bien les montagnes enneigées, ça tombe bien. Oh, regardez un Impala qui est en train de passer, etc. Vous serez tranquillement dans votre voiture qui vous emmènera dans le bon magasin à la bonne heure pour faire le bon achat avec le bon vendeur, dans de bonnes conditions, et en même temps, on vous proposera tous les à côté absolument nécessaires auxquels vous n'aviez pas pensé, mais qui vont tellement vous simplifier la vie. Je veux dire, pourquoi avoir une cuisine neuve si vous n'avez pas un Thermomix? Mais si vous avez un Thermomix, pourquoi avoir un Thermomix si vous n'avez pas les bonnes recettes au bon moment? Mais si vous avez les bonnes recettes au bon moment, il faut que votre réfrigérateur soit plein au bon moment, etc. Donc, il y a quelque chose qui vient faciliter la vie de manière absolue. Mais il y a en même temps quelque chose, pardon de le dire, qui est extrêmement effrayant dans cela. Tout ça est gratuit à la condition que les grandes entreprises puissent récupérer l'ensemble de vos données. C'est bien plus efficace que n'importe quel agent de la Stasi. Tous vos appels, tous vos déplacements, toutes vos actions sur Internet, toutes vos communications, tout ça est à la disposition de Google. Essayez, pour ceux qui sont sur Android, de ôter les autorisations d'accéder au téléphone, aux messages, aux contacts, etc. de Google. Vous verrez que tout d'un coup, votre téléphone dysfonctionne. Moi, j'ai enlevé sur mon téléphone, pour Google, l'autorisation de capter mes mouvements corporels. C'est une des multiples autorisations, etc. Du coup, je ne peux plus envoyer de mail parce qu'il refuse d'accéder à mes contacts. Parce que Google veut que je dise oui à toutes les autorisations pour pouvoir utiliser l'ensemble de ces applications. Donc tout est pensé comme cela, et en même temps, il y a une bulle qui se crée autour de nous, autour de notre désir. Google, avant même qu'on y ait pensé, connaît les lois du désir comme personne, en recoupant les données, et c'est exactement ce qu'on va désirer à n'importe quel moment. Une bulle de nos désirs, et en même temps, quelque chose d'extrêmement normatif. On va faire en sorte que le consommateur veuille désirer ce qu'on est capable de lui proposer et de lui vendre. En fait, ce n'est pas gratuit. Le service est gratuit, mais
parce qu'on sait qu'il y a un retour sur investissement extrêmement intéressant pour le vendeur qui sait que tel restaurant qui est sur Internet et qui a de bonnes critiques sera référencé, proposé par Google, etc. etc. Donc, et évidemment, ça va se retrouver sur votre facture, etc. Donc là, il y a quelque chose d'assez inquiétant de voir que c'est plus Big Brother, c'est Big Brother. On a une petite maman qui est avec nous en permanence. Elle est un peu moins affectueuse et tendre que la vraie maman, mais n'empêche que voilà quelque chose qui, à terme, pensera à tout pour nous. Avez-vous pensé à mettre votre goûter dans votre cartable? Avez-vous pensé à fermer la boîte du goûter pour qu'il ne s'écrase pas au fond du sac, etc., etc. Tout sera pensé exactement par ça. Évidemment, vous savez, il y a 2 livres prémonitoires sur le sujet, c'est 1984 et Le meilleur des mondes, que je ne saurais que vous conseiller. J'avais une petite vidéo, Quant, qui est le moteur de recherche européen qui essaye de se faire une petite place face à Google. Quant a proposé une petite vidéo justement sur la vie privée. Bonjour Arnaud, 27 ans, en couple avec Marie depuis 3 ans et 4 jours. Fan de pizza 4 fromages et de séries américaines en streaming. Tournez à gauche si vous voulez respecter votre temps de parcours habituel. À moins que vous vouliez rejoindre Hélène78, contactée sur un site de rencontre et qui passera ici dans exactement 48 secondes. Nous pouvons aussi vous proposer le vélo que vous avez repéré sur Internet à moins 20%. Pourquoi accepter d'un moteur de recherche ce que vous n'acceptez pas dans la vie? Quant, le moteur de recherche qui respecte votre vie privée. Dernier point que je voudrais analyser avant d'étudier le cas qui m'intéresse, à savoir la connaissance, c'est la vidéosurveillance et les écoutes. Première chose, ça ne fonctionne pas. On sait que vraiment que ça ne fonctionne pas. Encore il y a 1 mois et demi, à Londres, il y a eu un test à partir de toutes les toutes les caméras de vidéosurveillance. Ils avaient entré arbitrairement pour le test 45 visages à reconnaître et susceptibles d'être dans la manifestation. Il y a eu plus de 200 identifications. Seule une était correcte, mais l'image, pourquoi était-elle correcte? C'est-à-dire que la personne reconnue était bien celle sur la photo, sauf que la photo était mal identifiée. D'accord? Donc, encore une fois, la grande capacité aujourd'hui, c'est reconnaissance des comportements, des activités, mais pas du tout la reconnaissance faciale. Cette quête et cette croyance au numérique, parce qu'il s'agit d'une croyance, selon laquelle la vidéosurveillance, en tous les cas la surveillance numérique est la solution à tout, conduit à une transformation inédite dans le droit. On en vient à criminaliser les intentions. Si vous connaissez un film qui a maintenant une vingtaine d'années qui s'appelle Minority Report, c'est exactement cela. Le numérique est capable de prévoir un comportement. En prévoyant un comportement, on essaye d'éviter l'acte. Mais en évitant l'acte, la personne ne l'a pas commis, donc on ne peut pas le punir pour un acte qu'il n'a pas commis. Donc on pénalise l'intention. Mais à pénaliser l'intention, il y a un problème, c'est que on considère donc que l'homme est déterminé et qu'à partir du moment où il a commencé à fabriquer une bombe, à aucun moment il ne pourrait faire machine arrière. Acheter les produits pour faire une bombe, c'est déjà vouloir faire un attentat. C'est un vrai problème. Vous savez que les plus grandes polices, les polices des plus grandes villes ont ces systèmes-là. À New York, il y a un système qui est développé par IBM qui fait que les policiers sont en avance sur les lieux des crimes. C'est-à-dire qu'à partir des arrestations précédentes, toujours cette même idée de la schématisation. C'est extrêmement efficace contre la délinquance et en même temps, ça pose un effet pervers, c'est que ça veut dire que, comme à chaque fois, le bandit s'adapte au policier et les comportements des terroristes en particulier, mais aussi des grandes maisons du crime, sont de plus en plus difficiles à détecter. D'autant que leur propagande est encore plus facile avec le numérique. Puisqu'on veut surveiller, on laisse faire beaucoup de choses sur le numérique pour pouvoir surveiller. On sait que ça ne fonctionne pas, mais ça laisse un espace de liberté jamais atteint pour la diffusion d'un certain nombre d'idées. Voilà quelques domaines dans lesquels le numérique est en train de profondément transformer nos existences. Mais il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, qui est le problème de la connaissance. Et quand on regarde ce problème de la connaissance, il est intéressant parce que rapidement, on trouve les pros et les antis. Ceux qui disent que
le numérique sauvera l'intelligence des petits élèves, des grands adultes que nous sommes, et ceux qui disent que c'est la mort de l'intelligence. Pour les pros, chez les Français, vous avez un Français qui s'appelle Michel Serres, qui a écrit de nombreux livres, La Petite Poussette par exemple, qui est très facile à lire, je ne l'ai pas, mais j'ai la couverture là. Voilà. Et puis il y a des conférences extrêmement accessibles sur Internet. Pour les antis, eh bien, allez voir, il est toujours succulent quand il en parle, allez voir Alain Finkielkraut, là aussi, vous trouverez dans ses livres, à mon avis, de manière beaucoup plus intéressante que dans ses entretiens. Le personnage médiatique est bien autre que ce qu'il est en réalité dans ses livres, donc il y a à mon avis une distinction à faire, mais en tous les cas, pour lui, c'est vraiment la mort de l'intelligence. Quels sont les arguments des pros numériques ? Comme toute chose importante dans la vie, Internet a ses propres mythes. Et tous les mythes concernent les origines des choses. On ne sait pas très bien comment ça s'est passé, donc on a un mythe. Et l'un des deux mythes de la création d'Internet, c'est de dire qu'Internet a été créé par des universitaires pour échanger leurs données. C'est l'un des deux mythes. Il y en a un autre, concurrent. Je ne sais pas lequel est vrai. D'ailleurs, je ne sais même pas si la question de se dire quel est le mythe qui est vrai est pertinente. Et ce serait l'idée que les chercheurs n'auraient plus à se déplacer, n'auraient plus à se trouver dans un même lieu pour communiquer des résultats de recherche, de communiquer des ouvrages, communiquer des articles entre eux. Instantanément, il y aurait une base de données monumentale qui se créerait, qui leur permettrait de discuter entre eux. Et ça, c'est la merveille d'Internet sur le plan de la connaissance. Il y a une disponibilité instantanée et complète de tout ce qui a été publié, au moins en droit. Et la vitesse à laquelle on numérise en ce moment est tellement colossale que Internet est évidemment la plus grande bibliothèque du monde. Nous n'avons même plus à regretter la disparition d'Alexandrie, c'est dire. Ça, c'est vraiment une chose importante. Première chose, donc, des données incroyables. Deuxième chose, des algorithmes incroyables qui fait que pour un chercheur, c'est quand même un bonheur Internet, quoi. On n'est pas obligé de se taper tout saint Thomas d'Aquin pour savoir combien de fois il a utilisé le mot transcendantal. C'est bien. On n'est pas obligé de se taper toute la littérature scientifique depuis les années 30 pour savoir où se situe le modèle de Niels Bohr. Il suffit de taper Niels Bohr et on a toute la littérature qui sort, etc. Et puis on peut justement faire les recoupements pour dire moi je veux Niels Bohr et puis mécanique quantique pour voir à quel moment ça bouge, ça, et hop, on a tout qui sort. Ces recoupements-là sont absolument fabuleux pour un universitaire et ça va profondément changer la manière de travailler. Troisième chose, un terme qui est né d'Internet, il existait déjà au Moyen-Âge d'une autre manière, c'est la sérendipité. C'est-à-dire le fait que sur Internet, on peut aller de lien en lien. Et c'est interne au document. Autant quand vous aviez un bon vieux dictionnaire dans les mains, c'est vrai qu'on s'y perdait dans un dictionnaire ou dans une encyclopédie. On voyait tel article, on se disait tiens, je tombe sur un autre, etc. Là, ce qui change, c'est que c'est interne au document. On clique sur un mot, ou on cherche un mot, et on a tout ce qui s'y rapporte, etc. Et donc, on a toujours cette idée de la toile qui se tisse et qui fait une masse d'informations pertinentes sur un sujet assez incroyable pour cela. Là, pour le coup, Internet et le numérique est une technique humaine comme toutes les techniques humaines. C'est une externalisation et donc une amélioration en même temps, à un certain point, de deux activités de l'activité cognitive, à savoir la mémoire. C'est bon, on n'a plus besoin d'apprendre, imaginez quand il n'y avait pas de livre, il fallait apprendre l'Odyssée d'Homère par cœur. Donc plus besoin de savoir tout vers par vers. La mémoire, on a maintenant un disque dur externe, pof, là, qui retient tout. Et puis deuxièmement, cette puissance de calcul absolument colossale, qui fait que là où on posait sur des feuilles de papier des pages et des pages de calcul, de raisonnement, etc., lui, il le fait déjà. Donc ça, pour un chercheur, c'est assez incroyable. Dans la recherche, dans la précision de sa recherche, dans la méticulosité de cela, il y a un gain incroyable. Deuxième gain pour le savoir, une démocratisation du savoir. Plus besoin d'université. Le savoir est disponible pour tous, à tout instant, n'importe où. On n'a pas besoin de se retrouver dans un lieu, dans une bibliothèque, dans une université, qui a nécessairement ses codes, son critère de sélection, il est multiple, etc., où il y a une chance de réussite qui est autre, etc. N'importe qui, n'importe quand peut se mettre à la physique quantique.
il est peut-être maçon, il a peut-être 55 ans, donc il ne sera jamais pris dans un laboratoire du CNRS, parce qu'il répond à aucun des critères, mais si ça l'intéresse, eh bien, progressivement, il peut s'y mettre et il peut avoir ce savoir à sa disposition. Ça, pour le coup, c'est une vraie révolution. Hein. On verra, à mon avis, il y a eu 2 autres révolutions comme ça dans l'histoire de l'humanité, mais je crois profondément que c'est une révolution de la démocratisation. Et puis deuxièmement, il y a une démocratisation dans l'autre sens. Maintenant, tout le monde peut participer à la constitution du savoir. Non seulement tout le monde peut le recevoir, mais tout le monde peut le faire. Les enquêtes d'études sur Wikipédia disent que ce n'est pas une mauvaise encyclopédie, qu'il n'y a pas beaucoup plus d'erreurs que dans l'universalisme, par exemple. Parce qu'il y a de tels recoupements sur Wikipédia que, en fait, c'est relativement sérieux. Et comme aujourd'hui Wikipédia est assez reconnu, c'est intéressant pour les chercheurs eux-mêmes d'aller publier sur Wikipédia parce que c'est la source de reconnaissance. Et ça crée des discussions, etc. Donc il y a une vraie démocratisation du savoir. Descendant, le savoir s'adresse à tous. Ascendant, tout le monde peut participer au savoir. Ça, c'est quelque chose qui fait que la connaissance n'aura jamais été aussi simple. Mais en même temps, face à ces promesses dont nous ne sommes qu'à l'aube, je crois qu'il y a des risques extrêmement importants pour la connaissance humaine dans le numérique. Et là, on arrive chez les antis. La grande idée des antis, c'est qu'Internet rend bête, profondément bête. Pourquoi ? Parce qu'Internet, et ça c'est sûr, Internet est bête. Internet n'est pas intelligent. Internet ne sait rien. En tous les cas, il ne le sait pas comme nous. Nous savons que nous savons. Internet, il a des 0 et des 1 qu'il combine différemment selon un programme qu'on lui a imposé. Or, ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, on ne réfléchit plus, on tape sa requête sur Google. J'ai Google. J'ai une question, j'ai Google. Problème, 33% des recherches s'arrêtent au premier lien. 91% des recherches s'arrêtent à la première page. Google vous explique qu'il a plus de 2 millions d'occurrences. Et nous nous intéressons aux 10 premières maximum. Et ce n'est pas parce que le lien est dans les 10 premières avec Google que c'est vrai. Le critère de page ranking chez Google n'est pas la vérité. C'est le référencement, et vous savez qu'il y a des techniques de référencement, il y a un coût du référencement, etc. Donc ce référencement, il n'a rien à voir avec la vérité. Or, à penser qu'un seul instant que Google me donne la première réponse qui est la bonne, vous savez qu'il y a eu des gros débats en France il y a maintenant 2 ans à propos de la question de l'IVG. C'est-à-dire que quel site doit apparaître en premier ? Le site qui apparaissait en premier n'était pas un site gouvernemental. C'était un site associatif qui assumait d'ailleurs clairement, quand on le lisait avec soin, son parti pris sur la question. Il fallait le lire avec soin. Mais rien n'interdit à ce site d'être premier dans le référencement. Sauf que le gouvernement français a imposé à Google d'être premier dans le référencement. Le gouvernement a déjà essayé lui-même d'avoir les outils pour être référencé premier. Mais comme en fait, ils se sont rendus compte que le site associatif était quand même, avait pris 5 ans d'avance dans son référencement, et ils n'arriveraient jamais à le rattraper, Google a dit, nous, gouvernement, nous devons être premiers. Bon, vous voyez le problème dans les 2 cas. Qui nous assure que Suzanne 67 est un meilleur conseil que le spécialiste sur le danger des vaccins ? D'accord ? Honnêtement, j'en sais rien. En même temps, si le gouvernement peut imposer l'information qu'il choisit, ça ne va pas s'en poser question qu'un gouvernement... On comprend la légitimité du processus. Mais c'est quand même difficile de dire le gouvernement est le prescripteur de la vérité sur certains sujets. À quel moment on décide que le gouvernement sert de pravda ? Donc, voilà. Internet, Internet avec la recherche rend bête parce qu'on prend le premier résultat et on ne cherche pas à réfléchir. Ça a 2 conséquences, encore une fois. On ne fait pas travailler son intelligence. On ne réfléchit pas par soi-même. Dès qu'on a un doute, on cherche sur Internet. Au lieu de se dire, tiens, mais ça, est-ce que je le sais ? Comment je peux trouver cette information ? Comment je peux la trouver de manière pertinente ? On n'exerce pas son intelligence, on la confie à Google. Google est très content de cela. Et puis, deuxièmement,
on ne cherche pas, encore une fois, quelle est la valeur de cette information, pourquoi elle est sortie en premier et pourquoi elle est là. On dit qu'on arrive avec cela à ce qu'on appelle une bulle cognitive. C'est-à-dire que Google personnalise, Google ou n'importe quel autre, personnalise les résultats de vos recherches. On dit que Google a 57 critères pour chacun d'entre nous, le sexe, l'âge, la profession, etc. 57 critères pour choisir l'ordre des résultats qui vont apparaître. Facebook, la même chose. N'apparaissent sur un mur Facebook que 10% des posts de nos amis. Comment l'algorithme de Facebook fait? Il choisit ceux avec lesquels nous sommes le plus en relation. Mais ça veut dire que ça nous enferme dans ce qu'on appelle une bulle cognitive, c'est-à-dire qu'on ne voit jamais rien d'autre que ce qui est de notre propre avis. Si vous tapez viande de cheval, Google vous connaît suffisamment pour savoir si vous voulez la bonne boucherie chevaline à côté de chez vous ou les vidéos monstrueuses dans certains abattoirs en Europe pour les chevaux. Sauf que vous n'aurez pas du tout la même information. Je vous le donne pour le cheval, c'est pas très grave. On est chacun suffisamment grand de se rendre compte que la vidéo sur l'abattoir ne nous donnera pas la bonne adresse pour trouver un steak de cheval ou inversement. Et comprenez bien que sur des sujets beaucoup plus compliqués, beaucoup plus politiques par exemple, beaucoup plus sensibles, ça crée de vrais problèmes. On parle beaucoup des fake news en ce moment. Que se passe-t-il? C'est que les gens sont enfermés dans leur bulle. Qu'est-ce que c'est qu'une fake news? Le plus souvent, c'est une photo qui vient contredire l'affirmation de l'homme politique ou du puissant qui a dit quelque chose. Cette photo, elle n'est ni datée, ni localisée, ni contextualisée. Quelquefois, elle est vraie, mais elle a 15 ans d'écart, donc qu'est-ce que ça signifie? Et puis, c'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon s'est retrouvé dans la même pièce que Jean-Marie Le Pen un jour à un débat télévisé de 20 heures un soir d'élection, qui sont les meilleurs potes du monde. Il y a peut-être quelqu'un qui en face d'eux a fait une bonne blague, ils ont ri tous les deux. Ça ne marque pas nécessairement une connivence, une connaissance personnelle, etc. Qu'est-ce qu'on en sait? Et tout d'un coup, hop, on a ça qui se propage. La photo peut être très bien un montage. On peut écrire tous les démentis que l'on veut. Le Monde, Le Figaro, Libé, Europe 1 ont créé ce qu'ils appellent des décodeurs, etc., des fact-checking. Ça ne sert à rien, puisque la personne ne voit que les résultats qu'il est habitué à voir. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, c'est très important de les avoir, mais je veux dire, celui qui est vraiment enfermé dans sa bulle cognitive, il n'en sort pas. Et on voit exactement cela dans le recrutement des jeunes gens en Occident pour le terrorisme. Ça passe le plus souvent par les forums de jeux vidéo, de lien en lien. Ils sautent, hop, on les fait passer petit à petit de vidéos qui présentent quelque chose d'un peu guerrier, qui les amuse parce que c'est un jeu de guerre, etc. Hop, il y a un message, mais si tu veux te battre, il faut pourquoi, etc. On a plutôt bien déconstruit ce mécanisme d'idéologisation qui va très vite. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment, la personne qui est confrontée à cela n'a un avis contraire, une personne pour lui dire « non mais attention, c'est pas tout rose, voilà pourquoi, comment ». Personne n'a le regard critique qui fait qu'on est capable d'avoir eh bien, un autre avis, une mise à distance, une réflexion, etc. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit sur la consommation, comme de plus en plus on est habitué à suivre le cycle de nos désirs, eh bien tout ça, ça travaille sur le cycle de nos désirs. C'est-à-dire que le désir est quelque chose qui s'auto-entretient, qui se transforme progressivement. Eh bien on arrive à ces cas de radicalisation qui sont objectivement incompréhensibles de personne. Quand des parents disent « honnêtement, je ne pensais pas que mon enfant était capable de ça. Enfin, je voyais bien qu'il était derrière son ordinateur, mais c'était un bon garçon, il me disait bonjour, etc. » Ben oui, c'est pas du tout, c'est triste à dire, mais ce n'est pas du tout étonnant. Donc là, ça rembête et ça peut créer des vrais problèmes d'idéologie au sens le plus ferme du terme, à savoir des gens enfermés dans une coque d'opinion dont ils ne peuvent pas sortir parce qu'Internet les renvoie toujours vers des choses du même avis. On n'est pas confronté à une altérité dans la connaissance. Deuxième gros défaut d'Internet, la démocratisation du savoir a du bon. J'en ai déjà parlé, effectivement, tout le monde peut participer à la constitution du savoir. Mais là encore, qui est Suzanne 67 par rapport à un professeur de médecine qui a fait 15 ans d'études et qui forme des étudiants depuis 20 ans?
comment hiérarchiser cette masse d'informations colossale pour savoir si Suzanne 67, qui a peut-être les compétences, mais comment mesurer la valeur de Suzanne 67, Jacqueline 85 et Gérard 16 face à telle ou telle donnée. Or, quand vous passez un peu de temps sur les blogs et les forums, c'est extrêmement impressionnant de voir à quel point les idées sont assénées. Chaque fois, non mais j'ai un cousin qui a le chat de sa grand-mère, du concierge, qui a un ami, qui machin, et qui prouve bien que ça c'est nocif, et qui prouve bien qu'il faut absolument boire un citron par jour le matin parce que sinon le corps, etc., etc. Sur quelles données, de quelle façon, pourquoi, comment, etc. Avec en plus l'idée que, c'est le troisième défaut, Internet, le numérique est un pirate de l'attention. Vous vous souvenez de Patrick Lelay qui disait que Coca-Cola n'est rien d'autre, n'est là que pour créer du temps de cerveau, TF1 n'est là que pour créer du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Globalement, TF1, c'est une machine publicitaire qui est là pour que les gens qui font des pubs gagnent de l'argent. Internet, c'est exactement ça. Internet veut que vous passiez le plus de temps sur le site possible pour avoir le plus de données possible et pour travailler de plus en plus vos désirs et pour que vous restiez là. Et donc, votre attention est sans cesse captée. Combien de notifications recevons-nous par jour? On estime qu'un adolescent reçoit autour de 150 notifications par jour. Entre ses messages WhatsApp, je ne parle pas de Snapchat, Snapchat qui a inventé un système qui fait que quand on correspond avec quelqu'un, il faut prouver son amitié. Comment prouver son amitié? C'est en lui envoyant par exemple un message par jour. Mais une fois qu'on a fait ça pendant 10 jours, il va falloir passer à, je vais un peu vite, 10 messages, 20 messages. Oui, des messages c'est bien, mais si c'est des petites vidéos où on fait un sourire, on rajoute des oreilles de lapin et un nœud papillon à la place de la bouche ou une tête de canard, bon, etc., etc. C'est des pirates de l'attention. Ensuite, tout à fait tranquillement, Internet vous propose toujours les vidéos. Vous vous trouvez à regarder le beau but du Barça contre le Real. Vous vous retrouvez 5 minutes après sur comment faire une perceuse avec une bouteille en plastique. 5 minutes après, vous vous retrouvez sur comment un lézard a réussi à rentrer dans la dite bouteille. 20 minutes plus tard, 40 minutes plus tard, 3 heures plus tard, vous vous trouvez sur... Je vous laisse imaginer tout ce que l'on peut trouver, etc. Sur Internet qui fait qu'on n'est plus capable de se concentrer sur un article long, sur un article qui demande de la réflexion, qui prend du temps, etc. Twitter, 140 caractères, pas plus. Comment peut-on imaginer construire une pensée en 140 caractères? C'est juste de l'émotion. Et du coup, on réagit émotivement à Twitter. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Pourquoi le type a dit ça? Est-ce que c'était pertinent ou pas? On n'en sait rien, puisque de toute façon, il n'y a pas la place. Voilà, on considère que c'est un article du Monde qui s'appelle Tous les pirates de l'attention, qui est sorti au mois de septembre, qui dit qu'on a perdu en 20 ans un tiers de notre concentration et que nous ne sommes plus loin du tout de la concentration du poisson rouge. Ce qui est vrai, hein, on dit que la concentration maximale c'est 12 secondes, enfin, c'est extrêmement court en fait, qu'en moyenne on descend à 8 ou 7 secondes, que le poisson rouge lui a une mémoire de 9 secondes. Donc voilà. Ce qui fait encore une fois un vrai problème de connaissance. Michel Serres a cette expression. Aujourd'hui, par rapport à nos ancêtres, nous avons gagné 3h37 d'espérance de vie par jour, ce qui est colossal. Et ce chiffre-là, 3h37, correspond exactement au temps passé moyennement par les gens devant la télévision. C'est-à-dire, l'espérance de vie qu'ils ont gagnée, ils le perdent à devenir cons. C'est quand même extraordinaire. 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 Intellectuellement, ce n'est quand même pas exactement ce qu'il y a de plus stimulant. Il y a une allégorie célèbre prise par Platon qui est l'allégorie de la caverne. L'idée de Platon, c'est que nous sommes tous enfermés dans nos opinions. Tous enfermés dans nos opinions parce que nos opinions, elles sont confortables et qu'on est habitué à vivre avec. Et que les remettre en question, c'est compliqué parce que c'est notre rapport au monde qui va changer, qui va nécessiter de ne plus voir les mêmes personnes, ou en tous les cas pas de la même façon, qui va peut-être nécessiter de faire un effort pour rencontrer d'autres personnes, d'autres réalités, etc. Et donc, sortir de la caverne, ça demande un effort. Et d'ailleurs, Platon dit on ne le fait jamais tout seul. On a besoin d'un maître, et le maître, c'est celui qui traîne son élève, là, qui est comme ça, qui traîne son élève en dehors de la caverne pour dire « Regarde, dehors, il y a du soleil ». On peut dire que la caverne des temps modernes, c'est Internet. Vraiment.
On est enfermé dans des opinions qui sont totalement virtuelles, dont on est incapable de mesurer la valeur. Incapable de mesurer la valeur. Et c'est tellement confortable, la vie devient tellement facile qu'à aucun moment, on se dit qu'on doit remettre ça en question. Alors, il y a une forte tentation qui se fait jour. Et il y a des mouvements qui sont les mouvements des déconnectés, qui consistent à dire, étant donné les dangers d'abêtissement que représente Internet, coupons Internet. On laisse tout ça de côté, ça ne sert à rien. Mieux vaut encore se payer un bon ou une bonne secrétaire qui s'occupe de tout ça, et puis nous on travaille réellement. Par peur de l'esclavage que ça crée, par peur du travail sur les désirs, eh bien, voilà, il y a tout un mouvement qui propose la déconnexion maximale. Ça tombe bien, on a un exemple assez récent de cette tentative-là. C'est une communauté qui s'appelle les Amish. Les Amish refusent, pour des raisons tout à fait autres, dans une totale... Enfin, il n'y a pas de lien quant aux raisons de cela, mais les Amish refusent l'évolution technique depuis la modernité, globalement, la machine à vapeur, l'électricité. Bon, est-ce qu'ils sont plus malheureux? Je ne crois pas. Je suis même persuadé qu'à peu près ils ne sont pas plus malheureux que nous, et d'ailleurs je ne pense pas qu'Internet ait beaucoup ajouté à notre bonheur. Peut-être même c'est une source d'angoisse assez forte, parce qu'on voit les vacances toujours extraordinaires de nos amis en permanence, et que nous on se dit qu'on a une pauvre vie un peu délicate, on va bosser le matin. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Hein. Mais il y a cette tentation forte de se dire on va être totalement déconnecté. Bon, quand même, il ne profite pas des progrès techniques. Et il y a une thèse derrière cette déconnexion ou derrière les Amish. C'est-à-dire que le progrès technique est nécessairement un mal. Intrinsèquement, le progrès technique serait mal. C'est-à-dire, autrement dit, l'œuvre de l'homme serait mauvaise. Seule l'œuvre de la nature, à la limite, aidée par l'homme, peut être bonne. Cette thèse-là, elle ne va pas de soi. Et donc, il serait tout à fait juste de se demander si on ne peut pas la remettre en question. Une fois que j'ai fini ça, j'aborde ma fin, j'aurai presque fini. Comment on peut faire pour réfléchir et essayer à la fois de profiter des bienfaits énormes d'Internet sans en devenir les esclaves? C'est ça vraiment l'idée que l'on voudrait essayer de comprendre. Il me semble que, là encore, Platon nous donne une clé avec le mythe de Teute. Le mythe de Teute, dans le Phèdre, raconte l'invention de l'écriture. Et je passe les détails. Le roi Tammuz, quand il entend l'invention de l'écriture, alors Teute est hyper content, il dit « ça y est, plus besoin de mémoire, c'est génial, la science va faire des progrès faramineux, l'écriture c'est la solution à tous nos problèmes ». Tammuz lui dit « t'es bien gentil, t'es un peu jeune, mais la technique c'est quoi ? C'est une externalisation du savoir et ça va conduire à l'oubli. C'est la fin de la mémoire. Et si les gens n'ont plus de mémoire, ils ne sauront pas. Troisièmement, le livre, ça sera une apparence de savoir. Exactement comme une peinture est l'apparence de la réalité, le livre, en tous les cas l'écrit, sera l'apparence du savoir. On aura l'impression qu'on sait parce qu'on a le bouquin dans sa bibliothèque. Mais ce n'est pas pour ça qu'on sait. Et puis, quatrième raison, le livre, il est passif, il est mort. Si vous ne comprenez pas, débrouillez-vous. Si vous avez des objections extrêmement sérieuses, l'auteur n'est pas là pour se défendre. Il est mort. Or, la connaissance, elle est vivante. Ces 4 défauts-là que je viens de vous donner de l'écriture, si vous avez bien percuté, ça correspond aux 4 défauts que j'ai donnés à Internet. Or, globalement, j'ai plutôt l'impression qu'on est assez bien sorti de la révolution qu'a représenté l'écrit, et la deuxième révolution, c'est l'imprimerie. On a réussi à les assimiler. Mais ça a demandé un temps fou. Un temps fou. On dit de saint Ambroise, donc à peu près entre 10 et 15 siècles après l'écriture, après l'invention de l'écriture. On dit de saint Ambroise, c'est l'homme qui lisait en silence. Si on le note, ça veut dire qu'au IVe siècle après Jésus-Christ, lire en silence était l'exception. C'était rare. Nous, pour nous concentrer, il faut qu'il y ait un silence. Et moi, en tous les cas, quand je lis un texte à voix haute, je ne comprends pas. Enfin, je veux dire, dès qu'il est un peu compliqué, j'ai besoin de temps de me poser en silence. Bon, et bien cette étape-là, ça a mis 15 siècles à commencer à la voir.
au point qu'encore une fois, 15 siècles après, 10 siècles après, saint Ambroise, on dit « Ah oui, c'est un homme bizarre, il lit en silence. Il ne vocalise pas ce qu'il lit. » Mais on y est arrivé, et le livre a fait faire des progrès considérables à l'intelligence humaine. Le livre a permis l'apparition de la science moderne. L'écriture a permis l'invention des grandes religions, qui sont des religions de l'écrit, et qui a été extrêmement structurant pour nos sociétés, et qui a été, en leur temps, des sources de progrès dans les rapports humains assez incroyables, etc. C'est forcément discutable. Je ne veux pas faire une conférence dans la conférence, mais en tous les cas, ça a été des étapes de l'histoire de l'humanité absolument colossales. Ben, je crois qu'avec le numérique, on est exactement à la même étape. Il nous faudra beaucoup de temps pour le digérer, beaucoup de temps, et ça ne sera pas en une génération, parce que les digital natives, ceux qui sont déjà nés avec les instruments, ils sont encore enseignés par des vieux comme nous, qui aimons quand même bien avoir un bon bouquin, un bon crayon, et qui travaillent au fond comme on travaillait avec un livre. Au fond, on ne voit encore, notre génération, dans Internet, qu'une amélioration du livre, une façon d'avoir un livre plus accessible. Au fond, pour nous, le top du top, c'est la liseuse, quoi. Mais c'est quand même limité par rapport à tout ce qui nous est offert comme potentialité. Et donc, je pense qu'il faudra beaucoup de temps, mais en tous les cas, qu'il y a là quelque chose qui va transformer notre manière de travailler, de penser, de faire des liens, mais qui n'empêchera pas la connaissance. Et je voudrais donner, pour finir, dans les 5 minutes qui me restent, dans le temps que je me suis imparti, quelques clés pour essayer de répondre. D'abord, le numérique est une technique. Si c'est une technique, c'est un pouvoir de l'homme. Si c'est un pouvoir de l'homme, chez l'homme, les pouvoirs sont ambivalents. On peut toujours en faire un bon usage ou un mauvais usage. Un médecin, il peut guérir, il peut tuer, avec la même science. Et quand je dis mauvais usage, il peut y avoir 2 types de mauvais usage. Le premier mauvais usage, c'est intentionnel. Le médecin décide de tuer ce patient parce qu'il est sur son héritage. C'est bon? Tout à fait délibéré. Il a la science médicale et il veut tuer quelqu'un parce qu'il y a un intérêt propre dans cet exemple-là. Mais un mauvais usage est aussi l'incompétence ou la négligence, ou simplement la limite de notre savoir, qui fait qu'un médecin, malheureusement ça arrive, fait une erreur médicale qui peut avoir des conséquences absolument terribles. Alors, pas toujours, toutes les erreurs médicales ne conduisent pas à la mort, mais n'empêche que c'est un mauvais usage de la médecine que faire une erreur médicale qui n'est pas délibérée. Tous ont fait des erreurs, etc. Avec le numérique, c'est la même chose. Si c'est une technique, on doit pouvoir détecter un bon usage et un mauvais usage. Ce qu'il nous faut écrire, c'est un traité du bon usage. Vous savez, c'est un titre de Pascal, du bon usage des maladies. Assez mystérieux comme titre, du bon usage des maladies. Mais non, c'est Pascal. Bon, ben voilà, il faut écrire ça, du bon usage du numérique. Du bon usage pour qu'on puisse en faire un bon usage. Et vous voyez bien, il faut éduquer, c'est-à-dire au numérique, à savoir comment on peut bien s'en servir d'une certaine façon, etc. Mais aussi, il faut éduquer la volonté. Il faut avoir la volonté précise de travailler malgré ça, de ne pas céder à la facilité. On peut prendre une comparaison avec la santé. Globalement, nos vies, majoritairement nos vies, ne demandent plus d'efforts physiques. On se trimballe en voiture, donc voilà, on se déplace en voiture, on s'assied à son bureau, on tapote sur son ordinateur. Peut-être qu'on va parler avec quelqu'un dans la journée, pas sûr, mais physiquement, c'est pas terrible pour le corps. Donc on a inventé le sport loisir. Le sport loisir, il est devenu nécessaire pour la santé. Si on veut rester en bonne santé, eh bien, il faut faire du sport. Et puis en même temps, c'est devenu un plaisir. C'est plus une charge. Si on choisit l'activité qui nous plaît dans le sport, c'est une occasion d'utiliser notre corps, de le maintenir en bonne santé, de rencontrer d'autres personnes quand on fait du foot, à condition d'être sélectionné, de réussir à se rentrer dans un club, une communauté, etc., etc. Mais il y a là quelque chose qui est important pour notre santé, qui se transforme en plaisir, mais qui nécessite un effort, une régularité, une volonté, un engagement. Voilà. N'importe qui entre dans une activité sportive un peu sérieusement, c'est les efforts que ça lui demande. Et c'est en même temps la joie que ça pourra lui procurer. Eh bien, je pense que pour l'usage de l'intelligence, c'est la même chose. L'intelligence, presque, on n'en a plus besoin. En tous les cas, plus besoin comme on en avait besoin jusque-là. L'informatique est en train le numérique est en train de prendre notre place
d'une vitesse incroyable dans plein de domaines. Ce n'est pas la peine de le faire, il fait mieux que nous. Piloter un avion n'aura plus besoin de nous. Je veux dire, il y aura moins d'erreurs. Voilà, le taux d'accident, il y a des enquêtes qui sont faites avec intérêt pour savoir combien on valorise. Il y a deux trucs marrants. D'abord, combien on valorise une vie humaine dans un accident numérique. C'est-à-dire combien ça coûte. Donc, globalement, on se met d'accord sur X millions de dollars. Puis deuxièmement, il y a un problème, c'est que s'il y a un accident, c'est quand même souvent qu'il y a un constructeur qui n'a pas prévu un cas dans son programme. Ce qui d'ailleurs, au fond, est quasi impossible. On ne peut pas prévoir l'infinité des choses qui vont arriver. Mais le constructeur n'a pas trop envie que les victimes se retournent contre lui. Donc, il s'agit de dire que c'est le robot qui est responsable. Et on invente l'intentionnalité du robot. Comme ça, encore une fois, on invente la personnalité juridique de la machine. D'accord? Comme ça, hop, et bien, le constructeur, lui, il est dégagé de ces frais-là. C'est bon? Alors, il ne sera pas dégagé de ces frais-là, simplement, il y aura un système d'assurance et de réassurance. Tous les constructeurs de robots cotiseront à cela, et on dira, tel robot est responsable, hop, ça tombe bien, il y a un fonds qui a été créé pour ça, etc. C'est bon? Ça, c'est des débats assez amusants. Je reprends donc mon exemple. Le numérique est en train de prendre notre place dans plein de domaines. Très bien, c'est formidable, la connaissance, on revient. Il y a une phrase d'Aristote qui dit « Quand les métiers à tisser tisseront tout seuls, nous n'aurons plus besoin d'esclaves. » Bon, jusqu'à présent, on n'avait pas réussi, donc soit on avait des esclaves, soit on acceptait d'être nous-mêmes un peu esclaves une partie de notre temps dans le travail. Bon, bah là c'est formidable, tout ça, c'est réglé, la machine le fera. Et ça veut dire qu'on va pouvoir se consacrer à cette activité spécifiquement humaine qu'est la connaissance. Mais pour ça, comme ça demande un effort, ça demande un entraînement, ça demande une activité perpétuelle. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh bien, il faut habituer les intelligences des enfants et des adultes à travailler. Mais pour le savoir, il faut juste avoir quelques idées pour savoir ce que c'est que savoir. Là, il y a une grande confusion. Platon définit la pensée comme le dialogue de l'âme avec elle-même. Penser, c'est pas réciter. Penser, c'est être capable de démontrer, de critiquer, de réfléchir, de refaire par soi-même, d'expliquer, d'objecter. Ça, c'est vraiment une idée extrêmement importante. Autrement dit, penser, c'est comprendre et c'est juger. Ça veut dire que la mémoire n'est pas savoir. La mémoire est peut-être une condition de la connaissance, j'y reviendrai, mais la mémoire n'est pas savoir. Trop souvent, et c'est une critique qu'on peut faire aux tenants d'Internet comme aux anti-Internet, trop souvent, on compare la transmission du savoir à une cruche qui déverse son contenu dans un verre. Donc il s'agirait de bourrer le maximum de trucs bien compactés pour qu'on en mette encore un peu plus, et comme ça les élèves sauraient. Je ne suis pas sûr que la métaphore, je ne suis pas sûr que réduire un élève à un verre soit vraiment agréable pour lui. Je ne suis pas sûr que le prof qui est comparé à une cruche non plus aimerait cette comparaison. Vraiment, ce n'est pas parce qu'on a le savoir extérieur à nous-mêmes sur Internet que l'on sait. Ce n'est pas parce qu'on connaît des milliers de vers par cœur, des milliers de formules par cœur que l'on sait. La mémoire est un outil. On peut l'externaliser, on va voir jusqu'à quel point, mais ce n'est pas ça savoir. Savoir, c'est le dialogue de l'âme avec elle-même, c'est cette capacité à démontrer. Deuxième chose, la connaissance n'est pas une capacité de calcul. Là encore, Internet nous bat à une vitesse incroyable, complètement folle. Juste un tout petit débat, il y a cette idée qu'au XVIIe siècle, on dit que l'homme, c'est sa capacité de calcul. Ça le différencie des animaux. Les animaux, c'est la sensibilité, l'homme, c'est le calcul. XXe siècle, on a un problème, l'ordinateur calcule mieux que nous. Donc on redit que l'homme est sensibilité. Mais du coup, on repose dans l'animalité. Et ce n'est pas un hasard si on a à ce point un mouvement de reconnaissance des droits des animaux. C'est que comme on n'est pas des machines, eh bien on veut machine égale calcul aujourd'hui, on veut se mettre du côté des animaux, mais si on est du côté des animaux, il n'y a plus trop de raison de laisser une place spécifique à l'homme. Par ailleurs, en plus, la société de consommation a poussé complètement à bout la logique d'exploitation animalière, etc. Mais il y a ce mouvement-là qui fait cela. Non, l'intelligence humaine, elle n'est pas là pour calculer. Il me semble que l'intelligence humaine, sa force, je vous l'ai dit, c'est compréhension et jugement, c'est capacité à critiquer, réflexion, et ça va avec une forme de créativité. Il ne me semble pas que la liberté humaine
ce soit faire n'importe quoi, ou aller à gauche ou aller à droite. Il me semble que la vraie proposition de la liberté humaine, c'est la créativité. C'est la capacité à proposer des objections, à voir d'une manière ou d'une autre quelque chose, etc. Et c'est là que l'intelligence humaine pourra rentrer dans la caverne d'Ali Baba, qu'est Internet. C'est à ce moment-là que l'intelligence sera capable de distinguer les diamants de la verroterie, de l'or du toc. Elle sera capable de proposer son acte et de voir dans Internet un instrument qui permet de penser, mais qui ne remplace pas la capacité à penser. Alors pour ça, je propose 3 moyens simples. Premier, il faut exercer son intelligence. Ça veut dire qu'il faut accepter de faire l'effort et faire des exercices. En mathématiques, on fait des exercices. Quand on veut forger, on fait des exercices. Si on veut connaître, il faut faire des exercices. Si on veut être un virtuose de piano, il faut faire des exercices. Deuxièmement, pour faire des exercices, il faut savoir de quoi on a besoin. Eh bien, je vais faire à peu près une ode à la culture générale. On a besoin d'un peu de mémoire quand même pour être capable de juger des choses. On ne devient pas historien juste à voir les documents. Il faut qu'on ait suffisamment de connaissances de l'époque pour juger de la date du document par rapport à... Vous savez, pour juger d'un document en histoire, on dit critères externes, critères internes. Critères internes, c'est le type de langue, de sujets qui sont abordés, etc. Est-ce que ça correspond à la mentalité de l'époque ? Critères externes, est-ce qu'on utilisait ce type de papier ? Est-ce que la forme juridique est la bonne ou pas du tout, etc. Alors, on peut faire des faux, évidemment, mais ça veut dire qu'il faut quand même soi-même posséder un certain nombre de connaissances. Et plus elles seront développées, plus on sera à même, non pas d'être savant dans tout, c'est fini. L'homme qui a un savoir universel, c'est fini. En revanche, on sera capable, nous dit Aristote, d'avoir une instruction générale pour être capable de juger de manière pertinente. Est-ce que ce qu'on me dit, c'est pertinent ou pas ? Est-ce que cette information vient d'une source que je peux recouper, que je peux retrouver ? Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que je le comprends ? Est-ce que je suis capable de le réexpliquer avec mes mots ? Et pour tout ça, il faut quand même avoir une certaine mémoire, d'autant que la mémoire interne, on vit avec, connaître Du Bellay, Villon, Orléans, etc., ça forme l'âme, ça habite notre esprit, ça habite notre rapport au monde. Connaître les théories scientifiques, ça nous aide à nous projeter dans ce monde et de comprendre notre place, etc. On n'a pas besoin d'être le spécialiste absolu de la mécanique quantique, mais on a besoin d'en savoir suffisamment pour diriger notre existence et pour juger de tout ce qui nous est donné. Donc je crois que plus que tout, pour avoir une tête bien faite, il faut quand même qu'elle soit un peu pleine. Vous savez, hein, avoir une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine, chez Montaigne, ça ne s'adresse pas à l'élève. Ça s'adresse au précepteur qui doit dire à son élève ce qu'il doit apprendre et comment il doit l'apprendre. Pourquoi il doit avoir la tête bien faite ? Parce qu'il ne s'agit pas d'encombrer l'esprit de tout et n'importe quoi. Mais il s'agit de donner à n'importe qui, et à nous en premier, hein, à tous les autres, mais de quoi être capable d'avoir une culture suffisante qui lui permet de dialoguer et de s'exercer. Je pense que pour cette activité-là, ça nécessite aussi une forme de déconnexion. Et accepter qu'on va sur Internet, soit pour un loisir, c'est-à-dire, mais dans ces cas-là, c'est un temps donné. On se dit, ça sera 30 minutes, mais je vais passer du temps à faire autre chose, à lire, à discuter avec quelqu'un en vrai, à me confronter au réel, à cette vache qui broute, à ce soleil qui se couche, à cette pierre, tout ce que vous voulez. Donc ça demande une capacité à être déconnecté, pour une part, et deuxièmement, au-delà de l'aspect loisir, ludique, etc., accepter que quand on utilise Internet, on l'utilise pour une recherche précise. Qu'est-ce que je veux en faire ? Qu'est-ce que j'y recherche ? Ce n'est pas un hasard que c'est dans la Silicon Valley que s'ouvrent le plus d'écoles déconnectées. Ce n'est pas un hasard, à mon sens, si aujourd'hui, il y a une méthode, il n'y a pas de méthode absolue, mais il y a une méthode qui, à la cote, c'est la méthode Montessori. Pourquoi ? Parce que la méthode Montessori, une de ses caractéristiques, c'est qu'on place l'élève face à la réalité. Il manipule des choses réelles. Alors, le maître est là pour les organiser, c'est pas n'importe quoi, mais il est face à une réalité. Et puis, la réalité des choses, des objets,
mais la réalité aussi des autres. Très rapidement, dans la méthode Montessori, il y a cette idée que les autres élèves vont collaborer les uns avec les autres pour construire le savoir. Et on va faire cela, encore une fois, très concrètement. Pourquoi? Parce que ça va demander un effort. Et souvent, la résistance que va offrir le réel, que n'offre pas Internet, le fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec le réel, qu'il nous résiste vraiment, eh bien, ça éveille une curiosité, ça demande un effort et ça habitue progressivement l'intelligence à poser ces actes-là. Encore une fois, je ne dis pas que c'est une méthode universelle. Ce qui m'intéresse, c'est que ce qu'elle fait, c'est qu'elle force l'intelligence à poser cette activité de réflexion par elle-même. Et elle oblige l'intelligence à le faire et ne pas avoir la solution tout de suite. Elle oblige à savoir comment se sortir de cette situation-là. Voilà, une forme de déconnexion, une forme de rapport à la réalité me semble être les meilleurs moyens pour savoir utiliser de la manière la plus pertinente qui soit l'outil numérique et en même temps éviter d'être, comme le dit Michel Serres, les idiots utiles de cet outil. J'en ai terminé. Je vous remercie.